Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Vie est belle sur RCF Hauts-de-France. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Noël, directeur de l'établissement français du sang Hauts-de-France Normandie, pour parler d'un sujet crucial, l'avenir du don du sang en France. La vie est belle. Clément Vilvéric, Paul Duchesne. Stéphane Noël, bienvenue dans nos studios sur RCF Hauts-de-France. Alors pour resituer un petit peu l'actualité du don du sang, les chiffres récents montrent une situation paradoxale. En 2024, plus de 2,6 millions de dons ont été réalisés en France, mais le nombre de donneurs semble stagner. Je crois que c'est autour de 1,5 million, un chiffre en baisse depuis 10 ans. Dans certaines régions, les réserves de sang sont jugées fragiles. Parfois, on peut s'abonner, on reçoit un SMS quand on nous dit que le niveau est bas, et l'EFS alerte régulièrement sur les tensions fortes pour certains groupes sanguins en particulier. Plus largement, une enquête nationale révèle que près de 30% des jeunes adultes ignorent encore les conditions pour pouvoir donner. Alors avant de commencer cette émission, d'envisager tous les piliers qui fondent la logique du don du sang, je pense que le mieux c'est que les auditeurs puissent savoir qui est-ce qu'ils écoutent. Alors bienvenue Stéphane Noël, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement comme dirait Thinkerview ? Écoutez, merci beaucoup de m'accueillir. Je m'appelle effectivement Stéphane Noël, je dirige l'établissement français du sang en Hauts-de-France et Normandie. J'ai pris mes fonctions dans cette région il y a quelques semaines puisque je suis arrivé le 1er septembre après avoir dirigé l'établissement français du sang en Île-de-France et d'autres responsabilités au sein de l'établissement auprès du président de l'EFS auparavant. Et je suis très très heureux d'arriver dans cette région. Dans ces régions, à la fois la Normandie et les Hauts-de-France, des régions marquées par la générosité, par la solidarité. C'est vraiment quelque chose qui est très ancré, le don du sang, dans ces régions, et tout particulièrement en Nord-de-France, dans les Hauts-de-France, et je suis très très heureux de vous rejoindre. Et alors vous êtes ingénieur de formation, comment est-ce qu'un ingénieur finit directeur d'un centre de don du sang ? Alors, c'est plus qu'un centre de don du sang, puisque l'EFS, c'est évidemment le don, c'est la partie qu'on voit tous, qu'on voit à la fois les collectes mobiles, qu'on va dans les communes, à la campagne, etc., dans nos maisons du don. Mais c'est beaucoup plus que ça, puisque nous sommes également implantés dans les hôpitaux, où nous délivrons les produits sanguins après avoir fait des analyses de biologie qui permettent de vérifier la compatibilité entre le patient et le donneur. C'est de la thérapie cellulaire, c'est des actes de biologie, notamment dans le domaine de ce qu'on appelle le HLA, permettant de vérifier la compatibilité entre un donneur et un patient dans le contexte de la greffe d'organes, de la greffe de tissus, etc. Donc c'est beaucoup plus large que cela. Alors comment on fait pour arriver là ? Eh bien j'ai un parcours tout à fait atypique. J'étais le premier directeur d'établissement français du sang à être d'un profil non médecin, non pharmacien. Je suis le premier ingénieur qui dirige une région. Et j'en suis effectivement assez fier. On arrive là, dans mon cas particulier, totalement par hasard. J'ai démarré dans la fonction publique, j'ai toujours été orienté vers l'intérêt général, vers le service public, le service aux autres. Et j'ai démarré ma carrière dans le Valenciennois, autour d'enjeux de sécurité. J'ai travaillé à l'autorité de sûreté nucléaire, et puis ma première école a été l'école des mines de Douai, et puis j'ai eu la chance de suivre un parcours absolument extraordinaire à l'école des mines de Paris, et puis j'ai gravi un certain nombre d'échelons au sein de la fonction publique avant qu'un jour on me sollicite pour aller travailler auprès du président de l'EFS, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et cette mission au sein de l'établissement français du sang est une mission qui a du sens. Le matin, vous vous levez, vous savez pourquoi vous allez travailler. C'est une mission absolument fabuleuse que d'être le lien entre le donneur et le patient au travers d'un acte de générosité altruiste qui permet tous les jours aux patients d'être pris en charge grâce à la générosité de tous. Alors justement, en France, on est dans un modèle qui repose sur 3 piliers, le volontariat, le bénévolat, l'anonymat, mais qui se trouve un peu fragilisé dans un contexte de changement social. Comment est-ce qu'on préserve ce modèle éthique ? En fait, finalement, comment est-ce que vous décririez aujourd'hui la situation du don du sang dans notre région ? Alors, les 3 piliers que vous avez évoqués, c'est ce qui pour nous fonde l'éthique du don. Et l'éthique du don, c'est pour nous une valeur qui est totalement une valeur absolue. Et on ne transige pas avec un certain nombre de choses au sein de l'établissement français du sang. Les choses vis-à-vis desquelles on ne transige pas, il y a la sécurité. La sécurité du donneur, la sécurité du patient, la sécurité de nos personnels. Et au même niveau d'exigence, nous avons l'éthique du don. Et l'éthique du don, c'est de garantir le bénévolat, c'est de garantir le volontariat, c'est de garantir l'anonymat, et c'est de garantir également que cet acte de générosité est totalement désintéressé de la part de celui qui le réalise. Et le désintérêt de la personne qui réalise cet acte, qui est un acte totalement altruiste, il est important parce que
c'est l'une des composantes de la sécurité. Alors, la sécurité ne repose pas que là-dessus, évidemment. L'altruisme, la générosité, l'éthique ne sont pas un gage absolu de sécurité. Malheureusement, notre pays l'a vécu. Cependant, nous sommes convaincus que cette éthique est un élément important de la chaîne de sécurité parce que le donneur qui va venir donner son sang, eh bien, il va donner son sang en pensant uniquement au geste qu'il va faire pour rendre service à quelqu'un, pour permettre à quelqu'un de vivre ou de survivre. Et ce geste désintéressé fait que le donneur n'attend pas de contrepartie. Alors certes, à la fin, il aura la collation, il aura des pâtes de fruits, le coca, etc. tout au long de son don. Et évidemment, on accueille nos donneurs de manière extrêmement confortable. On fait tout pour améliorer ce qu'on appelle l'expérience donneur, pour faire en sorte que le donneur qui vienne chez nous, eh bien, il se sente bien comme à la maison. Mais mis à part ça, le donneur est totalement désintéressé. Pour nous, c'est important. Et donc, c'est quelque chose où nous faisons tout pour ne pas fragiliser l'éthique du don, et même nous faisons tout pour renforcer l'éthique du don. Alors c'est hyper important, effectivement, c'est un modèle éthique. Est-ce qu'il est toujours bien compris et soutenu par les jeunes générations? Est-ce que ça peut expliquer aussi la baisse de dons qui descend? Parce que finalement, à chaque entrée d'hiver, vous faites des campagnes de communication qui expliquent que les réserves sont basses, qu'il faut venir donner, etc. Comment est-ce que ça s'explique? Comment est-ce qu'on transmet en fait les valeurs de ce modèle du don aux générations les plus jeunes et du coup les plus en âge de donner finalement? Alors aujourd'hui, ce que l'on peut observer, c'est que, alors d'abord, des campagnes de communication, aujourd'hui nous en faisons tout le long de l'année et non plus à l'approche de l'hiver. Et nous avons une volonté de pouvoir sensibiliser avec l'ensemble des outils aujourd'hui offerts par la communication, que ce soit à la télé, à la radio, que ce soit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où les jeunes sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux et beaucoup plus à l'écoute de cette communication-là, que ce soit de l'affichage dans les rues des grandes villes, comme c'était le cas très récemment, par exemple, sur la ville d'Arras. Donc on essaie d'avoir une communication la plus adaptée possible. Et puis, cette forme de fragilisation que vous évoquez, je pense qu'il faut la remettre dans un contexte. Le contexte, c'est notamment le contexte de l'après-Covid. La période du Covid a été une période pendant laquelle nous avons été moins dans les universités, nous avons été moins dans certains lieux de collecte. Nous avons des relations avec les bureaux des élèves, etc., dans les écoles, les grandes universités qui ont été un petit peu fragilisées. Il nous faut reconstruire tous ces éléments-là. Deuxièmement, et c'est une bonne chose, la cession des produits sanguins labiles décroît aujourd'hui en France. C'est une bonne chose parce que les actes chirurgicaux sont de plus en plus précis, sont de plus en plus minutieux et les besoins en produits sanguins pour prendre en charge les patients décroissent. Aujourd'hui, il y a des stratégies qui permettent de préparer certains actes opératoires pour réduire le saignement et pour réduire la délivrance de produits sanguins. C'est une bonne chose. Dans le même temps, nous avons une très 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 forte croissance de la demande en médicaments dérivés du sang. Les médicaments dérivés du sang sont produits notamment à partir du plasma. Et nous devons aujourd'hui répondre à cette demande en plasma pour faire en sorte de répondre à des besoins de patients qui aujourd'hui ne sont pas totalement satisfaits. Il y a aujourd'hui des pénuries assez permanentes sur la question du plasma. C'est le premier point. Et le deuxième point, aujourd'hui, notre pays dépend à hauteur de 70 voire plus % de sa consommation de médicaments dérivés du sang, d'un plasma qui est notamment un plasma américain qui, lui, justement, n'est pas prélevé dans des conditions entièrement éthiques. Donc la situation est-elle bonne ou pas en France et pourquoi est-ce qu'on est dans une sorte de lacune systémique? Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin là de sang américain et en tout cas pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais assez de sang ou de plasma à donner? Il n'y a pas assez de donneurs en France? Alors aujourd'hui, sur les produits sanguins, la situation, même si nous avons des tensions périodiques sur certains groupes, même si, par exemple, vis-à-vis de certains besoins particuliers au plan qualitatif, il nous faut améliorer la situation et avoir plus de donneurs qui viennent vers nous. Je pense par exemple aux donneurs issus des communautés afro-antillaises. C'est important qu'ils donnent leur sang parce que leur sang va être le plus compatible possible avec des patients que nous devons prendre en charge et qui sont par exemple les patients drépanocytaires. C'est une maladie génétique qui exige des transfusions importantes de manière régulière. Donc, il ne faut pas baisser la garde sur le prélèvement du sang, mais à côté de ça, le gouvernement a décidé de renforcer la souveraineté sanitaire et de renforcer la filière de production des médicaments dérivés du sang en France. Et le renforcement de cette filière repose sur deux acteurs importants du système français.
le laboratoire du fractionnement et des biotechnologies qui vient de construire une nouvelle usine à Arras, dans notre région. Cette usine, elle va permettre de développer de manière importante la production de médicaments dérivés du sang. Et aujourd'hui, grâce à cet outil de production qui arrive, eh bien, la France va être capable de réduire significativement sa dépendance vis-à-vis des autres acteurs. Parallèlement, eh bien, il appartient à l'Établissement français du sang et aux donneurs qui doivent se mobiliser là autour de nous permettre d'apporter la matière première nécessaire, d'apporter le plasma nécessaire pour permettre de faire face à cette capacité de production qui va nous permettre de réduire notre dépendance vis-à-vis du plasma américain, mais surtout, qui va nous permettre de répondre aux besoins des patients français. Vous êtes bien sûr RCF Hauts-de-France dans votre émission La vie est belle. Nous recevons Stéphane Noël, directeur de l'EFS Hauts-de-France et Normandie. Alors Stéphane Noël, vous nous parlez depuis tout à l'heure de cette dépendance au sang pour créer des médicaments qui sont dérivés du sang. En fait, qu'est-ce que c'est pour qu'un auditeur comprenne bien tous ces médicaments ? Alors ces médicaments, ça va être des anticorps, ça va être des facteurs de coagulation qui se trouvent dans ce qu'on appelle le plasma. Le plasma, c'est la partie liquide du sang. Et cette partie liquide du sang, à l'intérieur vont nager les globules rouges, vont nager les plaquettes. Et à l'intérieur de ce liquide, eh bien, on va trouver des protéines, on va trouver des anticorps, on va trouver des facteurs de coagulation. Et par des techniques d'extraction que l'on est capable d'isoler pour permettre de les retransfuser à des patients qui ont des pathologies parfois extrêmement lourdes. Je vais vous citer par exemple le cas de Matteo. Matteo, il a été dépisté à 6 ans comme ayant un déficit immunitaire. Ce déficit immunitaire fait que s'il n'a pas ces médicaments, eh bien, il est en grande fragilité pour vivre. Et grâce à ces transfusions d'immunoglobulines qu'il a depuis l'âge de 6 ans, aujourd'hui il a 42 ans, Matteo, eh bien, il arrive à vivre, je dirais à survivre, parce que s'il n'a pas ce traitement, malheureusement, eh bien, il ne peut pas avoir une vie normale. Un autre exemple pour montrer un peu la diversité de tout ça. Parce que ces médicaments, ça veut dire qu'on ne va pas les chercher en pharmacie, on est d'accord, on ne va pas acheter des médicaments de l'EFS. Non. Là, c'est dans un parcours de soins. Ce sont des médicaments qui s'inscrivent dans un parcours de soins, généralement coordonnés à l'hôpital, donc ce sont des traitements assez lourds. Ça veut dire que l'EFS fournit des hôpitaux. Alors, l'EFS fournit des produits sanguins aux hôpitaux. Par contre, les médicaments dont je parle là sont produits par notre partenaire qui s'appelle le LFB, Laboratoire du fractionnement et des biotechnologies. Et c'est ce laboratoire qui va produire les médicaments et qui va les commercialiser auprès des hôpitaux pour répondre à ces besoins des patients. Allez-y. Non, je voulais revenir juste avant de terminer, parce que vous avez quand même pas mal évoqué la question de la solidarité collective, vraiment du besoin de ce civisme, de ce lien social qui est très important. Si vous aviez un message finalement à adresser aux auditeurs pour restaurer un peu la dynamique de don, ce serait lequel ? Quel mot vous utilisez ? Quel message vous souhaitez véhiculer dans vos campagnes de communication ? Alors moi, ce que j'aimerais pouvoir donner, c'est quelques ordres de grandeur un instant, pour que les gens mesurent bien l'importance de ce que nous avons à faire collectivement. Le premier exemple que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est combien il faut de donneurs pour permettre de prendre en charge un patient. Certains patients, il faut chaque année plus de 300 à 500 donneurs pour permettre de soigner rien qu'un patient sur l'année. Donc on voit un peu l'ampleur de la tâche qui est devant nous. Un deuxième ordre de grandeur que je propose de vous donner pour bien comprendre l'importance de la chose. Cette année, dans notre région, Hauts-de-France, nous devrions collecter à peu près 50 000 prélèvements de plasma paraphérèse. C'est un prélèvement, le plasma paraphérèse, qui se fait dans nos maisons du don. On va juste extraire le plasma. L'année prochaine, il faut qu'on soit aux alentours de 60 000, voire un peu plus de 60 000, une croissance d'à peu près 20%. Et cette croissance de 20%, elle va devoir se poursuivre durant les 4 à 5 prochaines années. Donc on voit que les marches sont hautes, mais on va y arriver collectivement parce que je suis convaincu que notre région, qui est une région très généreuse, va savoir se mobiliser à nos côtés pour pouvoir permettre de répondre à ces patients dont on mesure bien ensemble aujourd'hui que s'ils n'ont pas leur traitement, eh bien malheureusement, ils n'ont pas des conditions de vie qui leur permettent d'avoir une vie dans la société comme vous et moi. Merci beaucoup Stéphane Noël pour cet éclairage sur les enjeux du don du sang en 2025. La vie est belle. RCF Hauts-de-France.
Le sang, ce symbole même de la vie partagée, reste l'un des plus beaux gestes de solidarité et nous en reparlerons dès la semaine prochaine avec un focus sur le nouveau centre de dons ouvert dans notre région très récemment et nous retrouverons Stéphane Noël. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.